Donc, comme beaucoup le savent sans doute, l'année écoulée a été particulièrement historique pour le Chili, sachant que le 18 octobre 2019 a surgi un mouvement de révolte et d'émancipation, lors duquel les Chiliennes et les Chiliens ont pris la rue, semaine après semaine, pendant près de 4 mois, ce qui les a conduits à un référendum statuant sur la nécessité ou non d'une nouvelle constitution. Et donc, le 25 octobre dernier, 78% des votants ont rejeté l'actuelle constitution, créée en pleine dictature par le général Pinochet et sa junte militaire, et 79% ont approuvé la création d'une assemblée constituante qui sera chargée d'en rédiger une nouvelle. Il y a un an, quand j'ai proposé cette communication, un discours commun, incarné par beaucoup de manifestants et repris par les médias, disait que personne n'avait vu venir cette crise. Donc 2 vidéos extraites de programmes de télévision et qui sont devenues très virales sur les réseaux sociaux en ont été une parfaite illustration. La première, c'est une vidéo qui date du 8 octobre 2019, donc 10 jours avant les événements. Et il s'agit d'une interview du président Sebastián Piñera dans laquelle ce dernier se réfère à la crise politique que l'Équateur était en train de vivre et il explique, je cite, En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país, un verdadero oasis con una democracia estable. Dans la deuxième vidéo, qui date du 16 octobre 2019, l'avocat Clemente Pérez, ex-président du métro de Santiago, analyse la mobilisation lycéenne contre la hausse du prix du ticket de métro et il fait mine de se diriger aux lycéens mobilisés et il leur dit Cabros, esto no prendió, no se han ganado el apoyo de la población, la gente está en otra. El chileno es bastante más civilizado, lo único que he visto es un gran rechazo a ese tipo de actitudes. Et 2 jours après, évidemment, la révolte éclatait, impulsée justement par les actions de ces lycéens. Donc finalement, à partir de sorties comme celle que je viens de mentionner, une grande partie de la société, engagée ou non dans les mobilisations, s'est mise d'accord sur le fait que l'estallido social d'octobre avait surpris tout le monde, que personne ne l'avait vu venir. Si je mentionne ça d'emblée, c'est parce que du côté du champ théâtral, ce discours commun a permis de soutenir l'idée selon laquelle certains spectacles auraient su, eux, anticiper la révolte sociale que personne n'avait vu venir. Donc fin octobre, alors que l'état d'urgence avait été déclaré, que les militaires occupaient les rues, que les grandes villes étaient soumises à un couvre-feu, que les transports en commun à Santiago étaient à l'arrêt et surtout alors que le centre-ville de la capitale où se trouvent la plupart des théâtres se transformait tous les jours en théâtre de manifestation, voire en champ de bataille, les salles de spectacle sont restées fermées. Mais à partir de la mi-novembre, en s'adaptant au rythme des manifestations, les théâtres ont recommencé à programmer quelques pièces. Et tout à coup, on disait de la plupart de ces pièces qu'elles s'inscrivaient parfaitement dans la contingence actuelle, que leur sujet était plus brûlant que jamais, qu'elles avaient finalement anticipé la révolte d'octobre. C'est comme ça, par exemple, que la pièce La apariencia de la burguesía de Luis Barrales et mise en scène par Aliocha de la Sota a été présentée par le Teatro Finisterre comme, je cite, la obra que se anticipó a la crisis social. Alfredo Castro, qui mettait alors en scène au théâtre de la Universidad Católica Mano de Obra, adapté d'un roman de Diamela Eltit, a été interrogé par plusieurs journaux. Et le journal El Desconcierto a écrit le 22 octobre que la obra parece haber presagiado el estallido social. Et Castro lui-même, le 25 octobre, dans un entretien avec le journal La Tercera, dit Cuando decidí montar Mano de Obra no tenía ese carácter premonitorio, pero hoy le doy vueltas a esto y pienso que la Diamela fue una iluminada. À l'image de ces remarques faites sur une partie des pièces de la programmation des mois de novembre et décembre, de nombreux artistes sur leurs réseaux sociaux se sont mis à citer certaines de leurs pièces ou des pièces créées par leurs collègues dans le but de mettre en avant leur correspondance parfaite avec l'actualité.
Donc deux dynamiques, ou plutôt deux types de discours coexistent dans ce rapprochement fait entre certaines pièces et l'actualité. D'une part, on retrouve une stratégie de communication et de diffusion plus ou moins consciente et assumée, mise en place par les théâtres et les artistes. L'idée est bien évidemment d'attirer le public et, quoi de plus sensationnel et accrocheur, pour ne pas dire aguicheur, qu'un spectacle visionnaire qui avait prédit la Révolution. Le public vit un moment historique très fort et le théâtre est là pour lui parler de son actualité. D'autre part, et à l'opposé presque de cette dynamique de faire valoir, ce discours sur un théâtre qui serait prémonitoire construit une image très romantique des artistes, qui, comme le poète voyant de Rimbaud, arrivent à l'inconnu et quand affolés ils finiraient par perdre l'intelligence de leur vision, ils les ont vus. Je cite Rimbaud. Et c'est en suivant cet imaginaire qu'Alfredo Castro, par exemple, qualifie Diamela El Tit d'illuminé et sa pièce de prémonitoire. Par ailleurs, cette image d'artiste visionnaire, peut-être pas voyant, mais clairvoyant, est plutôt gratifiante et elle nourrit tout un régime de justification du chant théâtral qui veut se penser comme nécessaire, politique et extrêmement actuel. Mais ce label, pièce qui a anticipé l'estallido, surprend parfois. Pour reprendre l'exemple du spectacle Mano de Obra, la pièce situe son action dans une sorte de société dystopique du capitalisme tardif, où un groupe de personnages qui travaillent dans un supermarché et vivent tous dans le même squat est tombé dans une décadence terrible. Leurs conditions de travail sont épouvantables et, ayant abandonné toute idéologie politique, ils sont incapables de s'organiser pour changer les choses. Donc, on a là bien évidemment une pièce qui traite de thématiques sociales et politiques manifestes, des rapprochements avec le néolibéralisme brutal qui caractérise le Chili peuvent bien entendu être faits, mais nous ne sommes pas non plus dans une pièce qui prévoit une profonde révolution. Effectivement, pour revenir sur l'idée d'une crise qui est arrivée sans crier gare, peut-être que personne n'aurait pu prévoir que le 18 octobre 2019, les premières barricades allaient commencer à fumer dans les rues de Santiago, mais est-ce que tout n'était pas déjà là depuis des années? La précarité, la colère, la remise en question du système, l'organisation collective, la réappropriation de l'espace public. Depuis le début des années 2000 jusqu'à l'année dernière, on a vu s'élever les groupes de proches de détenus disparus de la dictature qui réclament la fin des lois d'impunité, les mobilisations lycéennes et étudiantes depuis 2006 qui ont particulièrement agité le pays en 2011, les grandes manifestations de 2016 contre les AFP, qui sont des fonds de pension privés maîtres de la gestion du système des retraites, les conflits autour de la répression des communautés indigènes et notamment mapuche dans le sud du pays, et la récente et très puissante vague de féminisme qui depuis 2018 réclame activement une extension de la loi pour la légalisation de l'avortement. En 2011, déjà, Gabriel Salazar, qui est un des historiens les plus reconnus du pays, a publié un livre intitulé En el nombre del poder popular constituyente, dans lequel il évoque la nécessité de création d'une nouvelle constitution. Et dès les premières pages, il écrit Tal como ha informado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde 1998, los chilenos viven en un profundo malestar interior. ¿No será el tiempo de la rabia? Donc la colère, oui, en fait, a mis des années à monter et il faut dire que le théâtre n'y est pas du tout resté indifférent. Depuis les pièces de Guillermo Calderón qui traitent de la mémoire collective au spectacle de la compagnie Teatro Ñuque de la metteuse en scène mapuche Paola González, dont Corentin et Gonzalo ont parlé mercredi, qui révèle les oppressions spécifiques dont est victime sa communauté, de nombreuses autres compagnies comme le Teatro La Maria, La Resentida, le Colectivo Zoológico, La Niña Horrible, La Pato Gallina, El Teatro Niño Proletario, El Teatro La Peste et bien d'autres
ont pris pour leurs pièces des thématiques politiques et sociales liées aux grandes préoccupations de la société et toujours affiliées à une pensée de gauche anticapitaliste. Donc, cet engagement du théâtre envers ces thématiques a été si fort que face au fameux discours affirmant que l'estallido avait été une surprise pour tout le monde, le dramaturge et metteur en scène Guillermo Calderón a rétorqué dans un entretien en janvier 2020: El teatro fracasó seguramente. Lo que estamos conversando ahora lo estuvimos diciendo en el teatro desde hace 15 años y nadie nos escuchó. Cette affirmation de Calderón, plutôt que de présenter les artistes comme des visionnaires ou des illuminés, semble dire plus simplement que le théâtre, depuis les années 2000, a su cristalliser le mal-être intérieur et collectif de la société chilienne et a voulu servir d'avertisseur. Donc, on pourrait effectivement dire que certaines pièces ont anticipé les événements du printemps 2019, mais dans la mesure où elles révèlent des représentations collectives de la société sur la manière dont une crise politique pourrait se manifester, sur les faiblesses du système démocratique chilien et sur la façon dont il pourrait évoluer. Pour développer cette idée, j'aimerais donner l'exemple de 3 pièces qui ont justement été créées avant octobre 2019, qui ont un ancrage thématique politique et qui ont toutes les 3 été représentées en novembre ou décembre 2019 et dont on a dit, du côté de la programmation, voire du côté de la réception, qu'elles avaient anticipé l'estallido. Donc, ces pièces, il s'agit d'abord de La apariencia de la burguesía, que j'ai déjà mentionné, adaptée par Luis Barrales des Petits Bourgeois de Gorky et mise en scène par Aliocha de la Sota. Elle a eu sa première au Teatro Finisterre à Santiago la veille de l'estallido, puis les représentations ont été interrompues et elles ont repris à la mi-novembre. La deuxième pièce, c'est 2118 Tragedia Futurista de la compagnie La Pato Gallina. Elle a été créée en avril 2019 et elle a été programmée mi-novembre à Concepción, au Festival de Théâtre del Bio Bio, à la dernière minute, après qu'une autre compagnie ait renoncé au festival en raison du contexte politique. Et enfin, la troisième pièce, c'est Pinochet, la obra censurada en dictadura de la compagnie Teatro Perro Muerto. C'est une pièce qui a été créée en août 2015, qui a beaucoup tourné et qui a été reprogrammée quelques jours à Matucanacien, à Santiago, début décembre, justement parce que son sujet renvoyait à l'actualité. Un point commun qu'ont ces 3 pièces, et qui a sans doute nourri la comparaison entre leur sujet et l'actualité fin 2019, est qu'elles mettent en scène un moment de crise politique, la naissance d'un chaos voué à ébranler un système. Dans La apariencia de la burguesía, les personnages, la propriétaire d'une pension de famille, ses grands-enfants et ses pensionnaires, font face à la montée d'une vague d'attentats dans la ville de Santiago. Ces attentats sont une série d'explosions de bombes artisanales posées par un groupe qui se fait appeler Ecologistas Tendiendo a lo Salvaje, sachant que cette anecdote est inspirée des actions d'un réel groupe actif dans plusieurs pays d'Amérique latine et autodéfini comme éco-extrémiste, qui se fait appeler Individualistas Tendiendo a lo Salvaje et qui a revendiqué plusieurs actions au Chili ces dernières années, notamment d'avoir brûlé plusieurs bus de Santiago et fait exploser une bombe artisanale à un arrêt de bus. 2118 Tragedia Futurista emmène le public dans un futur de science-fiction où une présidente anarcho-féministe, élue démocratiquement, se fait renverser par un violent coup d'État qui pousse les derniers membres de son parti, dont la protagoniste, à entrer en résistance clandestine. Et enfin, Pinochet, la obra censurada en dictadura, opère un retour en arrière et met en scène un attentat contre le général Pinochet, perpétré par ses proches, bien décidés à pacter le retour de la démocratie pour s'y assurer une place de choix. On observe qu'ici, dans ces 3 pièces, l'ébranlement du système a un goût de chaos,
de bombes artisanales et de répression, donnant naissance à des situations et des images qui ont bien évidemment beaucoup frappé les spectateurs de l'Estallido. Dans la Apariencia de la Burguesía, le public peut entendre des sons d'explosion qui viennent du hors-scène et des personnages rentrés chez eux paniqués, comme Nelson, l'un des pensionnaires, qui raconte Las calles están llenas de fogatas y barricadas, es un caos. 2118 Tragedia futurista, avec son esthétique comics non réaliste, qui mêle comédiens et marionnettes, présente une scène de coup d'État qui cherche à stimuler, voire agresser les sens des spectateurs avec des jeux de lumière qui clignotent et qui changent de couleur, de la musique électronique assourdissante jouée sur le plateau et des scènes simultanées. Et à cela s'ajoute que l'usage des marionnettes, qui sont attrapées et frappées par les forces de l'ordre, permet la représentation d'une violence répressive inouïe. Donc, de fait, on remarque que la violence, la répression, les barricades, le chaos, qui se sont effectivement retrouvés dans les rues à partir d'octobre, faisaient déjà partie d'un imaginaire commun de la révolte que ces pièces ont représenté. Un autre point fondamental traité par ces trois pièces est la question de la démocratie chilienne, de ses origines et de sa légitimité. Les personnages en parlent dès le début de la apariencia de la burguesía, en se demandant par exemple Una democracia no debe defender todas las ideas que se expresen. D'ailleurs, une partie d'entre eux est définie par son lien avec la démocratie chilienne. Selon la mère, Pedro, son fils, s'y connaît en démocratie parce qu'il est né en 1993. Alors que Tatiana, sa fille, née en 1986, moins, pero se adaptó rápido. Je cite la pièce. Quant à elle, elle a voté non au référendum de 1988 et elle était en faveur de la concertation, mais toutes deux, la protagoniste et la concertation, se sont embourgeoisées et sont aujourd'hui opposées à tout changement. Pinochet, la obra censurada en dictadura et 2118 Tragedia futurista jouent toutes les deux, en ce qui concerne la question de la démocratie, sur un retour en arrière qui leur permet de remettre en question les fondements du système chilien. Donc dans la première, Jaime Guzmán, Raúl Hasbun, Manuel Contreras et Lucia Hiriart, qui sont 4 grandes personnalités de la dictature proches du général Pinochet, se retrouvent autour d'une table pour parler de la fin de la dictature. Donc la pièce met en avant l'idée, aujourd'hui très relayée dans la gauche chilienne, qu'avec le référendum de 1988, la dictature a su pacter son départ, garantissant dans le même temps son immunité et sa continuité, grâce à la constitution écrite en 1980 par Pinochet et inchangée jusqu'à l'année prochaine. Le retour en arrière, donc, permet d'affirmer l'illégitimité du système actuel. Et c'est une chose qui apparaît aussi dans la pièce de la Pato Gallina, où la protagoniste, une résistante qui veut renverser ce pouvoir fasciste dictatorial, trouve une machine à voyager dans le temps qui lui permet d'aller éliminer 9 personnages historiques qui ont marqué l'histoire coloniale, réactionnaire et dictatoriale du pays depuis le XVIe siècle. Donc, elle saute d'époque en époque et va assassiner ces points noirs du passé, censés être à l'origine des maux politiques de son époque à elle, tout comme les manifestants de l'Estallido ont déboulonné les statues de dizaines de figures coloniales à travers tout le pays. Seulement, la protagoniste de 2118 se rend compte à la fin de sa mission que l'enfant qu'elle protégeait et qui devait être l'avenir de son parti anarcho-féministe a, elle aussi, été contaminé par le fascisme et que ses voyages dans le passé n'ont servi à rien. La petite la tue et une voix off explique que le virus du fascisme est inhérent à l'être humain et ne pourra jamais être déboulonné. Cette fin extrêmement pessimiste, voire cynique, est une caractéristique qui se retrouve dans les deux autres pièces. À la fin de Pinochet, l'un des comédiens s'avance et explique que cet attentat contre Pinochet n'a jamais eu lieu et que seulement dans ses rêves les plus fous, les 4 personnages de la pièce sont jugés, en même temps que les présidents de la concertation et les complices des lois d'impunité.
Et la pièce se termine d'ailleurs sur une réplique d'une ironie cinglante. Cuando se apaguen las luces se desatará la revuelta social porque esto es teatro político. L'air de dire, ironiquement, que la justice politique est une utopie et que le théâtre n'y changera rien. Enfin, à la fin de la Apariencia de la Burguesía, Pedro, le fils, qui faisait partie des jeunes poseurs de bombes, se fait prendre par la police. On apprend qu'il passe quelques années en prison et l'un des pensionnaires prédit: Pedro saldrá de la cárcel conociendo la naturaleza humana y jamás volverá a intentar torcerla. Será un perfecto burgués satisfecho de sí mismo por haber hecho todo lo posible por no serlo. Donc encore une fois, la lutte n'aboutit à rien, tout rentre dans l'ordre et l'individualisme et les idées réactionnaires sont considérés comme faisant partie de la nature humaine. Donc avec le pessimisme qui apparaît fortement dans ces pièces et dans d'autres, on voit s'exprimer un clair désenchantement de la société chilienne et peut-être une limite dans la façon dont les Chiliens ont pu penser leur capacité à changer le cours de l'histoire. Étant donné que dans les faits, cette année ne s'est pas soldée par un retour à l'ordre, mais par un vote en faveur d'une nouvelle constitution. Donc finalement, ces exemples et cette réflexion nous montrent que les artistes de théâtre n'ont sans doute pas prophétisé la révolte tels des prédicateurs qui auraient entendu sonner avant les autres l'heure de la Révolution, mais que le théâtre a su cristalliser et donner des images et des histoires aux dynamiques d'émancipation qui ont traversé le pays depuis 2006. Il s'est fait l'espace d'anticipation de la révolte dans la mesure où les artistes ont pu, avant l'heure, la rêver, l'imaginer, la problématiser, l'attendre. Et finalement, la réalité a su dépasser la fiction, parce que si les pièces ont pu rêver le chaos, le voyage dans le temps, la destruction du passé, elles n'ont pas osé ou pas voulu se représenter l'après, le changement, la solution finalement. En revanche, il est important de dire que ces représentations de la fin d'année 2019 ont presque systématiquement été accompagnées d'ateliers, de bords de plateau, de discussions qui ne portaient presque jamais sur les processus de création, sur des questions artistiques ou esthétiques, et parfois même pas sur les spectacles mêmes, mais sur l'actualité des manifestations. Donc à une époque justement où se sont multipliées les assemblées de quartier ou de corps professionnels destinés à imaginer la suite du mouvement ou les points que devrait comporter une nouvelle constitution, ces représentations théâtrales sont devenues des espaces cathartiques d'une part et des espaces de dialogue politique qui ont été extrêmement riches.